Chaque année, dans le monde, on extrait plus de 3 millions de tonnes de nickel, un métal sans lequel on ne pourrait même pas imaginer l'industrie moderne. Mais est-ce que tu savais que ce métal brillant commence son voyage dans les entrailles de la Terre? Dans d'énormes carrières, grandes comme des stades de foot, des excavatrices géantes avec des godets de 20 tonnes extraient le minerai qui deviendra la base de l'industrie du nickel. Et sous terre, dans des mines profondes, des foreuses spéciales creusent des tunnels par lesquels on remonte chaque jour des milliers de tonnes de matières premières. Ce n'est pas juste de l'extraction, c'est une véritable opération industrielle à grande échelle. Tu veux voir comment, à partir de cette matière brute, on crée du nickel pur et étincelant? Reste avec nous. Tu vas être bluffé par l'ampleur et les technologies de ce processus. Tout commence par l'extraction du minerai. Le nickel, on le trouve dans deux types principaux de minerais, les sulfures, qui sont les plus concentrés, et les latérites, moins riches en métal. L'extraction se fait soit en souterrain, soit à ciel ouvert dans des carrières, ça dépend de la profondeur à laquelle se trouve le minerai. Des dizaines d'excavatrices géantes, de tombereaux, ces énormes camions de carrière, et de foreuses travaillent dans la carrière, qui peut être aussi grande qu'un stade, voire un quartier entier. D'énormes excavatrices, avec des godets capables d'embarquer 20, voire 40 tonnes de roches d'un coup, mordent la terre en rythme, remontant des blocs de minerais géants à la surface. Les tombereaux, hauts comme des immeubles de 2 étages, font la navette sans arrêt entre la carrière et l'usine, transportant chacun 200 ou 300 tonnes de chargement. Tout ça dans un vacarme de moteurs, des nuages de poussière et l'éclat du métal sous le soleil. Sous terre, dans les mines, des foreuses creusent des tunnels et des convoyeurs spéciaux transportent le minerai jusqu'à la surface. Chaque jour, on extrait ici des milliers de tonnes de roches. Et ce flux continu de matières premières, c'est un peu comme une artère géante qui nourrit l'industrie moderne. Le minerai extrait est ensuite acheminé vers l'usine, où l'attend la première étape, le concassage. D'abord, le minerai passe dans des concasseurs. Ce sont de grosses machines avec de puissants arbres rotatifs, ou des marteaux qui réduisent la roche en morceaux de la taille d'un poing, ou plus petits. Un bruit assourdissant et des vibrations remplissent l'endroit, et la poussière s'élève dans l'air comme un nuage. Ensuite, ces morceaux passent dans des broyeurs, de longs tambours cylindriques qui tournent lentement. À l'intérieur, il y a des boulets de pierre lourds, ou des barres d'acier qui, en tournant, broient le minerai encore plus finement, jusqu'à la taille de grains de sable ou même de poudre. Ce processus s'appelle le broyage fin. Tout le temps, à l'intérieur des tambours, il y a des frottements et des chocs continus qui désintègrent la roche dure en petites particules, libérant les précieux minéraux de nickel de la gangue stérile, la roche sans valeur. Cette poudre passe ensuite à travers un tamis, qui sépare les particules trop grosses et les renvoie dans le broyeur pour un broyage supplémentaire. C'est comme ça que les métallurgistes obtiennent un matériau homogène, prêt pour les étapes suivantes d'enrichissement. Quand 90% du minerai a été broyé à moins de 44 millièmes de millimètre, c'est minuscule. On le mélange avec de l'eau et des réactifs spéciaux dans de grandes machines de flottation, des cuves ou des cellules qui peuvent se contenir de quelques centaines à des milliers de litres. On injecte de l'air dans cette pulpe, ce qui forme des millions de petites bulles. Ces bulles s'accrochent aux particules hydrophobes des minéraux, par exemple les sulfures de cuivre et de nickel, et les font remonter à la surface. Le processus de flottation dure entre 15 et 25 minutes à chaque étape, et le nombre de cycles ainsi que le volume des produits en circulation sont optimisés pour récupérer un maximum de métaux. En général, la flottation comprend plusieurs stades. La flottation primaire, la flottation intercyclique et la flottation sélective pour séparer les concentrés de cuivre et de nickel.
Après la flottation, on obtient un concentré, où la teneur en cuivre et en nickel a considérablement augmenté, jusqu'à 10 ou 20%, et même plus, alors que dans le minerai de départ, il n'y en avait que quelques pourcents. Les rejets de la flotation, eux, contiennent surtout de la roche stérile et une quantité minimale de métaux. Le volume des installations de flotation et le débit d'alimentation en pulpe peuvent atteindre des centaines de mètres cubes par heure. Grâce à la flotation, on récupère plus de 85% du cuivre et du nickel présents dans le minerai, ce qui en fait l'une des méthodes d'enrichissement les plus efficaces. D'énormes fours brûlent d'un feu rouge-orangé éclatant, comme si le cœur de l'usine métallurgique battait au rythme du métal en fusion. La température ici atteint l'incroyable chiffre de 1550 degrés Celsius. C'est plus chaud que la lave volcanique la plus brûlante. Dans ces fours, le concentré de nickel enrichi est grillé pour le débarrasser du soufre et d'autres impuretés indésirables. Le feu et la chaleur purifient le métal, en expulsant tout ce qui est superflu. Après le grillage vient le moment de la fusion. Le concentré est transféré dans des fours spéciaux où la température est maintenue si élevée que le métal se transforme littéralement en lave liquide. On y ajoute des fondants, comme de la silice, qui aident à séparer le laitier, une substance légère et poreuse qui flotte à la surface. Ce laitier, tel un nuage, recouvre le métal en fusion, le protégeant de l'oxydation. Et en dessous, sous ce nuage, se forme l'amat, un mélange fondu de nickel, de fer, de cuivre et de soufre, qui brille d'une lumière rouge intense. Les mouvements du métal dans le four ressemblent à une lente danse de vagues de feu. La conversion, c'est l'une des étapes les plus importantes et les plus impressionnantes dans la production du nickel, où le métal fondu passe par une véritable tempête purificatrice. Une cuve métallique géante, le convertisseur, d'un volume de plusieurs dizaines de mètres cubes, est remplie de mat fondu, ce mélange de nickel, de fer, de cuivre, de soufre et d'autres impuretés. La température ici dépasse les 1500 degrés Celsius et le métal brûle littéralement d'une lumière rouge vif. Dans ce métal en fusion, on commence à souffler de l'oxygène ou de l'air sous haute pression par des tuyères spéciales. On peut imaginer ce processus comme une tempête dans une mer de métal en fusion. Sous l'effet de l'oxygène, des réactions chimiques se déclenchent. Le soufre s'oxyde et se transforme en dioxyde de soufre, un gaz qui est évacué du four, tandis que le fer s'oxyde et passe dans le laitier, cette substance légère et poreuse qui flotte à la surface. Ce laitier, formé par le fer oxydé, le soufre et d'autres impuretés, s'accumule en haut et est retiré périodiquement, laissant en dessous un métal de plus en plus pur. Les langues de feu et les étincelles qui jaillissent du convertisseur pendant le soufflage créent un spectacle impressionnant qui rappelle une véritable éruption volcanique. Tout l'atelier est rempli de grondements et de vacarmes. Le processus de conversion dure de quelques minutes à une demi-heure, selon le volume et la composition du bain fondu. Il est crucial de contrôler précisément la durée et l'intensité du soufflage pour ne pas perdre le précieux nickel et obtenir un produit le plus pur possible. Une fois la conversion terminée, le métal contient environ 70% de nickel, ce qui signifie qu'il est presque prêt pour l'affinage ultérieur. L'affinage du nickel se fait le plus souvent par électrolyse. Dans des cuves spéciales, contenant des sels de métal fondu, on place des anodes en nickel semi-purifiées et les cathodes sont des plaques de métal pur. Sous l'effet du courant électrique, le nickel de l'anode se dissout sous forme d'ion, puis se dépose sur la cathode sous forme d'un dépôt métallique pur. Ce processus se déroule à une température d'environ 70 degrés et avec des densités de courant élevées, ce qui assure un dépôt cathodique dense et homogène. La consommation d'énergie est d'environ 0,3 kWh par kilogramme de métal.
Imagine ça, chaque année, on produit dans le monde plus de 20 millions de tonnes de fils de cuivre. C'est plus que le poids de 300 pyramides de Khéops. Mais d'où vient tout ce cuivre? Comment, à partir d'énormes cathodes lourdes, on obtient ce fil fin, souple, qui conduit l'électricité jusque chez toi? Aujourd'hui, on va plonger dans les coulisses de ce processus fascinant. Des mines où l'on extrait le minerai, jusqu'aux fours enflammés, où le cuivre fond pour devenir ce métal brillant. Prépare-toi à une aventure où les températures dépassent le millier de degrés et où une seule barre de cuivre peut peser plus qu'un ours. Prenons une référence. 500 kg, c'est déjà un très gros ours. Et pourtant, les barres de cuivre peuvent peser entre 536 et 3376 kg. Impressionnant, n'est-ce pas? C'est parce que le cuivre est un métal très dense. Tout commence par l'extraction du minerai de cuivre dans les mines ou les carrières. Le minerai est concassé, enrichi et envoyé à une fonderie. Là, on obtient ce qu'on appelle le cuivre brut, qui contient encore des impuretés. Pour obtenir du cuivre pur, on le refond et on le purifie par électrolyse. Le cuivre est dissous dans de l'acide, puis précipité sur des plaques métalliques spéciales, les cathodes. Ces cathodes de cuivre ont une forme rectangulaire, plusieurs centimètres d'épaisseur et pèsent en eau des centaines de kilogrammes. On les empile, on les attache avec des bandes métalliques ou on les emballe sur des palettes en bois. Ensuite, elles sont chargées dans des camions, des wagons de train ou des conteneurs pour le transport maritime. Tout dépend de la distance et de l'emplacement de l'usine. Les grandes fonderies de cuivre sont souvent loin des usines de production de fils, donc le transport peut prendre des jours, voire des semaines. Une fois arrivés à l'usine, les cathodes sont déchargées avec des grues ou des chariots élévateurs, déballées et envoyées pour une nouvelle transformation, fusion et étirage en fil. Ces cathodes, c'est pratiquement du cuivre pur, à 99 entiers et 99 centièmes %. C'est ça qui garantit la qualité du fil à venir. Ces plaques, lourdes et imposantes, sont le point de départ de tout fil de cuivre que tu vois dans les installations électriques, les appareils électroniques ou même les centrales électriques. Sur l'usine de fil, les cathodes sont délicatement déposées dans un immense four de fusion. C'est un véritable monstre, avec des parois épaisses, capables de supporter des températures extrêmes. Dès que les portes du four se ferment, commence la phase la plus brûlante, la fusion du cuivre. À l'intérieur du four, la température grimpe à plus de 1000 degrés Celsius, 10 fois plus qu'un four domestique, qui atteint au maximum 250 degrés. Là, les cathodes chauffent progressivement et le cuivre solide commence à fondre, changeant de forme. D'imposantes plaques lourdes, il devient un liquide brillant, incandescent, comme de la lave en fusion ou du verre doré. Des flots de cuivre liquide circulent dans le four, passant du rouge vif à l'orange, puis au blanc. Un véritable spectacle. À ce stade, il est crucial qu'aucune impureté ne pénètre dans le cuivre. Alors, le processus de fusion est strictement surveillé. Les ingénieurs contrôlent en permanence la température, la pression et la pureté de l'atmosphère dans le four. Si nécessaire, on ajoute des substances spéciales, des flux, pour éliminer les dernières impuretés et les scories.
Une fois que le cuivre liquide est parfaitement pur, il est prêt pour l'étape suivante, la coulée. De cette lave de cuivre en fusion naîtront bientôt les barres de cuivre qui deviendront du fil. Le métal fondu est versé dans des moules pour former des barres épaisses. Chaque barre peut peser plusieurs centaines de kilogrammes et avoir l'épaisseur d'un poignet humain. Et là, la magie opère. Des machines étirent ces barres à travers des trous de différents diamètres, réduisant progressivement leur épaisseur. Imagine ça, une barre épaisse se transforme en un fil fin, de moins d'1 millimètre de diamètre. Pour obtenir un fil standard, le cuivre passe parfois par 20 ou 30 ouvertures différentes. Après cette transformation, le fil doit être refroidi rapidement. Dès que le fil brûlant sort de la machine de tréfilage, il est immédiatement aspergé d'eau froide. Cette opération permet au cuivre de se solidifier rapidement et d'acquérir la résistance et la souplesse souhaitées. L'eau grésille, la vapeur s'élève et le fil devient instantanément froid au toucher. Ensuite, il est enroulé automatiquement sur d'immenses bobines, des tambours de plusieurs mètres de diamètre. Ces bobines ressemblent à d'énormes pelotes de fil, mais en cuivre pur. Une seule bobine peut contenir des kilomètres de fil. Pour te donner une idée, si on déroulait ce fil, on pourrait faire le tour d'un terrain de football plus de 60 fois. Les bobines sont alors prêtes à être expédiées vers les usines qui fabriqueront des câbles, des composants électroniques ou même des instruments de musique. Chaque année, plus de 20 millions de tonnes de fils de cuivre sont produites dans le monde. À partir d'un seul kilogramme de cuivre, on peut fabriquer 40 mètres de fil standard. Et le cuivre est tellement polyvalent qu'on en fait même des cordes pour les instruments de musique. Mais avant d'être utilisé, ce fil doit être isolé pour conduire l'électricité en toute sécurité. Pour cela, on le recouvre d'une gaine de plastique grâce à des machines modernes appelées extrudeuses. Le fil passe dans un tube où des granulés de plastique sont chauffés jusqu'à devenir une pâte visqueuse. Cette matière fondue est ensuite appliquée autour du fil, formant une gaine protectrice. Le résultat? Un fil parfaitement isolé, avec une gaine lisse et uniforme. La couleur de cette gaine peut varier. Noir, blanc, jaune, bleu, vert. Tout dépend de l'usage prévu et des normes de sécurité. Le fil isolé passe ensuite par une cuve d'eau froide pour durcir rapidement. Des capteurs vérifient en continu l'épaisseur de l'isolant, détectant la moindre fissure ou imperfection. Les bobines de fil isolé sont alors marquées avec les informations essentielles. Fabricant, tension, caractéristiques techniques. Elles sont enfin prêtes pour être expédiées aux entrepôts, aux magasins ou directement aux clients. Et voilà comment le cuivre, extrait des profondeurs de la Terre, devient ce fil brillant et flexible qui alimente tes appareils et tes installations électriques.